Il y a une peur que presque personne n'ose regarder en face. Pas la peur de souffrir, pas la peur de perdre quelqu'un, mais une peur plus silencieuse, plus intime, la peur de disparaître. Pas de mourir un jour, plus tard, mais de cesser d'être celui que tu crois être. Tu le ressens peut-être déjà. Cette impression étrange de ne plus être exactement la même personne qu'avant, de ne plus reconnaître certaines pensées, certains désirs, certaines réactions, comme si quelque chose en toi s'était déplacé ou éteint. Et pourtant tu continues à vivre, tu travailles, tu parles, tu avances, comme si rien ne s'était passé. Alors une question s'impose, dérangeante, presque interdite. Qu'est-ce qui, en toi, est réellement en train de vivre? Et surtout, qu'est-ce qui meurt? Nous avons tous appris à penser la mort comme un événement futur, un point final, quelque chose qui arrivera plus tard, au corps, jamais à l'instant présent. Mais la psychologie et la philosophie de la conscience suggèrent une idée bien plus troublante. Peut-être que la mort que nous redoutons n'est pas celle que nous vivons réellement. Peut-être que ce que nous appelons « moi » n'est pas une chose stable. Peut-être que ce « je » auquel tu t'accroches change, se fragmente, disparaît en permanence. Si c'est vrai, alors une autre question surgit, et c'est celle qui t'a probablement amené jusqu'ici. Si je meurs sans cesse, pourquoi ai-je l'impression d'être toujours le même? Et surtout, qu'est-ce qui continue quand tout le reste disparaît? Dans cette vidéo, nous allons suivre ce fil jusqu'au bout, sans mystique, sans promesse facile, mais avec une intention claire, comprendre ce qui meurt en nous et ce qui, étrangement, survit. Car peut-être que la paix ne vient pas de l'idée de vivre éternellement, mais de la compréhension profonde de ce qui n'a jamais été fixe. Depuis aussi loin que tu t'en souviennes, tu as toujours pensé être toi, une seule personne, la même, hier, aujourd'hui, demain. Bien sûr, tu as changé. Tu n'as plus les mêmes goûts ni les mêmes rêves, mais au fond, tu te dis qu'il y a quelque chose de stable, un noyau, un centre immobile autour duquel tout le reste évolue. C'est cette idée qui te rassure. Quand tu regardes des photos de ton enfance, tu dis « c'était moi ». Quand tu te projettes dans l'avenir, tu dis « ce sera encore moi ». Même lorsque tu traverses des épreuves, tu as le sentiment qu'il y a quelqu'un qui endure, qui apprend, qui continue. Cette continuité donne du sens à tout le reste. Elle rend possible la responsabilité, la mémoire, la promesse. Elle te permet de dire « j'ai fait ceci ». Je suis devenu cela. Je veux être quelqu'un. Sans cette continuité, tout vacille. Alors naturellement, tu la défends. Tu la présupposes. Tu construis ta vie entière autour de cette idée silencieuse. Je suis une entité cohérente qui traverse le temps. Mais pose-toi une question simple. Une question que nous évitons presque toujours. Quand exactement as-tu commencé à être toi ? Et à quel moment précis as-tu cessé d'être la personne que tu étais il y a 10 ans? Il n'y a pas de frontière nette, pas de rupture visible, seulement une transition floue, progressive, imperceptible. Chaque jour, tu perds des souvenirs sans t'en rendre compte. Des émotions s'éteignent, des peurs disparaissent, des certitudes s'effondrent. Et pourtant, tu continues à dire « c'est toujours moi ». Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce simplement une histoire que ton esprit se raconte pour rester stable? La psychologie moderne montre quelque chose de troublant. Notre sentiment d'identité fonctionne comme un récit. Un récit reconstruit en permanence à partir de fragments de mémoire, d'habitudes, de justifications. Tu ne ressens pas ta continuité, tu la déduis. Tu relis artificiellement des états mentaux différents, séparés dans le temps
et tu les appelles « moi ». Comme si tu regardais un film image par image et que tu croyais à un mouvement continu alors qu'il n'y a en réalité qu'une succession rapide de scènes distinctes. Ce sentiment d'un « je » stable est si fort qu'il semble indiscutable. Mais sa force ne prouve pas sa réalité. Elle prouve seulement son utilité. Car sans cette illusion, une inquiétude profonde émergerait. Si je ne suis pas le même, qu'est-ce qui me garantit de ne pas disparaître ? C'est précisément cette inquiétude que nous repoussons. Et c'est précisément elle que nous allons maintenant regarder de plus près. Car dès que l'on observe comment la conscience fonctionne réellement, la fissure apparaît. Et à partir de là, l'idée d'une identité continue commence lentement à mourir. Il existe un moment précis où l'évidence commence à se fissurer. Pas de manière spectaculaire, pas comme un choc brutal, mais comme une intuition dérangeante qui refuse de disparaître. Ce moment arrive lorsque l'on cesse de se demander qui nous sommes et que l'on commence à observer comment nous fonctionnons réellement. Pendant longtemps, nous avons cru que la conscience était aux commandes, que tu penses, puis que tu agisses, que tu décides, puis que ton corps obéisse. C'est ce que tout semble indiquer de l'intérieur. Tu ressens une intention, puis une action suit. La conclusion paraît évidente, c'est moi qui ai décidé. Mais lorsque la psychologie et les neurosciences ont commencé à mesurer ce processus avec précision, un détail troublant est apparu. Dans de nombreuses expériences, on observe que le cerveau initie une action avant même que la personne n'ait conscience de sa décision. Quelques fractions de secondes avant que tu penses « je vais faire ceci », ton cerveau a déjà commencé à agir. La conscience arrive après, comme un commentaire, comme une voix qui explique ce qui est déjà en cours. Cela ne signifie pas que tu es une machine dénuée de volonté, mais cela suggère quelque chose de profondément déstabilisant. Le « je » conscient n'est pas l'origine de tout ce qui se produit en toi. Il est un témoin privilégié, pas toujours l'auteur. À partir de là, une première question apparaît, presque malgré nous. Si la conscience n'est pas le point de départ, alors où commence réellement l'action ? La réponse n'est pas simple, mais elle est cohérente. L'action émerge d'un ensemble de processus inconscients, émotions, automatismes, souvenirs, conditionnements, signaux corporels. Des forces invisibles, silencieuses, qui travaillent en arrière-plan bien avant que tu n'en sois informé. Et pourtant, lorsque l'action se produit, c'est ton identité consciente qui l'absorbe, qui la revendique, qui dit « c'est moi ». Comme si la conscience signait des décisions qu'elle n'a pas entièrement prises. À ce stade, quelque chose d'essentiel se brise, pas brutalement, mais définitivement. Car si tes choix ne naissent pas là où tu pensais, alors ton identité n'est peut-être pas ce centre souverain que tu imaginais. Elle devient plutôt un point de convergence, un lieu où des processus multiples se rencontrent, se synchronisent et donnent l'illusion d'une unité. Et si cette unité n'est qu'un effet secondaire, alors elle peut se défaire, se transformer, disparaître, sans que la vie elle-même s'arrête. C'est ici que la notion de mort commence à changer de sens. Ce n'est plus la fin du corps, ce n'est même plus la fin de la conscience. C'est la fin d'une organisation particulière de ce que tu appelles toi. Une version, une configuration temporaire, une histoire parmi d'autres. Et cette histoire, contrairement à ce que tu crois, n'est pas écrite une fois pour toutes. Elle se réécrit, elle s'efface, elle meurt. Et ce processus, aussi discret soit-il, est déjà à l'œuvre en toi.
Si cette première fracture te met mal à l'aise, c'est normal, parce qu'elle touche à quelque chose que nous protégeons instinctivement, l'idée que nous sommes aux commandes. Alors, naturellement, une résistance apparaît. Une pensée rassurante surgit. D'accord, peut-être que tout ne commence pas dans la conscience, mais au final, je reste la même personne. C'est précisément ici que la psychologie va plus loin, et c'est ici que l'illusion devient difficile à défendre. Commençons par la mémoire. Tu as l'impression qu'elle est un coffre-fort, un lieu où ton passé serait stocké, intact, fidèle, disponible à tout moment. Mais la mémoire ne fonctionne pas comme un enregistrement. Elle fonctionne comme une reconstruction. Chaque fois que tu te souviens, tu ne récupères pas un souvenir, tu le recrées. Des détails disparaissent, d'autres sont ajoutés. Ton état émotionnel présent colore ce que tu crois être ton passé. En réalité, ton histoire personnelle est constamment réécrite. Et puisque ton identité repose en grande partie sur cette histoire, cela signifie quelque chose de troublant. Le toi d'hier n'existe plus tel quel, même dans ta mémoire. Il a été transformé pour s'adapter à celui d'aujourd'hui. Maintenant, regardons les émotions. Tu as probablement déjà vécu ce phénomène. Une situation qui te bouleversait profondément autrefois te laisse aujourd'hui presque indifférent. Ou inversement, ce qui te semblait insignifiant devient soudain insupportable. Ce n'est pas simplement un changement d'humeur, c'est un changement de structure intérieure, un réagencement de priorités, de valeurs, de seuils émotionnels. Et lorsque ces seuils changent, ce n'est pas seulement ce que tu ressens qui change, c'est qui tu es dans cette situation. Ajoutons à cela les habitudes. La majorité de tes actions quotidiennes ne sont pas choisies consciemment, elles sont déclenchées par un contexte, un signal, une routine. Tu te lèves, tu parles, tu réagis, sans avoir à décider à chaque instant. Ces automatismes forment une grande partie de ce que tu appelles toi. Et pourtant, ils peuvent disparaître, être remplacés ou se désagréger en quelques semaines. Une dépression, un traumatisme, un changement de vie brutal. Et soudain, la personne qui agissait naturellement hier n'est plus là. Ce que la psychologie révèle peu à peu, c'est que l'identité n'est pas un objet, c'est un processus. Un équilibre temporaire entre mémoire, émotion, habitude, attente. Un équilibre instable, constamment ajusté. Alors si cet équilibre se modifie, si certains éléments disparaissent, si d'autres prennent leur place, peut-on vraiment dire que la même personne continue d'exister ? Ou faut-il accepter une idée plus dérangeante encore ? Ce que tu appelles toi est une succession de versions, liées entre elles par une continuité apparente, mais séparées par de véritables micro-disparitions. Tu ne meurs pas d'un seul coup, tu meurs par fragments, par ajustement, par oubli. Et c'est précisément cette mort silencieuse qui permet à la vie de continuer. Mais alors, si tu changes à ce point sans t'en rendre compte, comment expliques-tu cette impression si forte d'être toujours là ? C'est ce que nous allons explorer maintenant, en quittant l'abstraction pour entrer dans une expérience profondément humaine. Il y a des instants dans une vie qui ne font pas de bruit, pas d'explosion, pas de drame visible. Et pourtant, après eux, plus rien n'est exactement pareil. Ce sont des moments que l'on comprend toujours trop tard. Sur le coup, on continue, on agit, on survit. Mais en arrière-plan, quelque chose s'est déjà éteint. Peut-être que tu reconnais cette expérience. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne désires plus ce que tu désirais avant, que ce qui te motivait n'a plus de prise, que certaines peurs ont disparu sans avoir été vaincues, ou au contraire, qu'une inquiétude nouvelle s'est installée, durable,
silencieuse. Ce genre de transformation ne ressemble pas à un changement progressif. Elle ressemble à une coupure nette, suivie d'une continuité apparente. Avant, il y avait une manière d'être au monde. Après, il y en a une autre. Et entre les deux, il n'y a pas de transition claire. Un deuil, une rupture, une humiliation profonde, un échec irréversible, ou parfois, au contraire, une réussite inattendue qui bouleverse tout. On parle souvent de ces événements comme de tournants, mais ce mot est trop doux, trop rassurant. En réalité, ils fonctionnent comme des points de non-retour. Après eux, tu peux continuer à vivre, mais tu ne peux plus redevenir exactement celui que tu étais. Cette ancienne version ne s'est pas éloignée. Elle ne dort pas quelque part. Elle n'attend pas que tu la rappelles. Elle est morte. Pas au sens biologique, mais au sens psychologique le plus concret. Elle ne ressent plus. Elle ne désire plus. Elle ne réagit plus. Et pourtant, tu continues à dire « je ». C'est là que quelque chose d'étrange se produit. Ton esprit établit une continuité artificielle entre l'avant et l'après. Il relie deux états profondément différents, comme s'il s'agissait d'une seule et même personne. Pourquoi ? Parce que sans cette continuité, une angoisse surgit immédiatement. Si cette version est morte, alors qui suis-je maintenant ? Alors la conscience fait ce qu'elle fait le mieux. Elle raconte une histoire. Elle dit « j'ai changé, j'ai appris, j'ai grandi ». Et souvent, c'est vrai. Mais ce récit masque quelque chose de plus radical. Il y a eu disparition. Une structure entière de pensée, de réaction, de priorité s'est désintégrée. Et une autre a pris sa place. Tu n'as pas assisté à cette mort. Tu n'as pas observé la transition. Parce que la conscience n'a pas de recul sur sa propre transformation. Elle n'existe que dans l'état présent. C'est pour cela que chaque version de toi a l'impression d'être la seule réelle, la seule légitime, la seule vivante. Les versions précédentes n'ont pas disparu dans un cimetière intérieur. Elles ne peuvent pas témoigner, elles ne peuvent pas protester, elles sont simplement absentes. Et c'est peut-être ici que se cache une vérité troublante. Tu n'as jamais l'expérience de ta propre disparition. Tu fais toujours l'expérience d'un « après ». Alors si chaque transformation majeure implique la mort d'une version de toi, et si tu continues malgré tout à te sentir vivant, une question devient inévitable. La voici. Si tant de toi ont déjà disparu sans que la vie s'arrête, alors qu'est-ce que la mort exactement ? C'est cette question que nous allons maintenant affronter. Arrêtons-nous un instant. Prenons cette question au sérieux, sans la contourner. Si plusieurs versions de toi ont déjà disparu, si des manières entières de penser, d'aimer, de désirer se sont éteintes, et si pourtant tu es toujours là, alors une évidence dérangeante s'impose. Ce qui meurt n'est peut-être pas ce que tu crois être. Depuis le début, nous parlons de toi comme s'il s'agissait d'une entité claire. Mais dès que l'on essaie de la saisir précisément, elle se dérobe. Est-ce ton corps ? Non. Ton corps change sans cesse, cellule après cellule, et pourtant tu continues à dire « je ». Est-ce ta mémoire ? Mais elle est instable, reconstruite, parfois fausse, et malgré ces pertes, tu continues à te sentir présent. Est-ce ta personnalité ? Elle aussi se transforme. Ce qui te définissait autrefois peut devenir étranger aujourd'hui. Alors quoi ? Qu'est-ce qui, dans tout cela, serait censé mourir une seule fois, définitivement ? La réponse la plus troublante est peut-être la plus simple. Ce qui meurt, ce sont des configurations, des assemblages temporaires de pensées, d'émotions, de récits, des manières particulières pour la conscience de s'organiser autour d'un centre imaginaire appelé « moi ».
Ces configurations peuvent être très solides. Elles peuvent durer des années, mais elles ne sont jamais garanties. Elles dépendent de l'équilibre fragile entre ton cerveau, ton histoire, ton environnement. Il suffit parfois d'un choc minime pour que tout l'agencement bascule. Et quand cet agencement disparaît, la conscience ne s'éteint pas, elle se réorganise. C'est ici que notre intuition se trompe profondément. Nous imaginons la mort comme un arrêt total, une extinction de l'expérience. Mais dans ce que nous observons jusqu'ici, la disparition ne ressemble jamais à un arrêt. Elle ressemble à un remplacement. Une version cesse, une autre commence, sans témoin du passage. C'est pour cela que la mort nous terrifie autant. Pas seulement parce que nous craignons de ne plus exister, mais parce que nous craignons de ne pas être celui qui continue. La question cachée derrière toutes les autres est celle-ci. Est-ce encore moi qui vivrai après ? Et cette question prend tout son poids quand on réalise ceci. À chaque transformation profonde, celui qui continue n'est déjà plus exactement le même. Alors peut-être que notre peur de la mort future est alimentée par une expérience que nous connaissons déjà très bien, celle d'avoir survécu à la disparition d'anciens moi. Nous ne redoutons pas l'inconnu, nous redoutons une répétition radicale d'un processus que nous avons toujours traversé sans jamais pouvoir l'observer de l'extérieur. Si cette idée te met mal à l'aise, c'est normal, car elle mène à une conclusion encore plus dérangeante. Si ce n'est pas l'expérience qui s'arrête, si ce sont seulement des identités qui se succèdent, alors peut-être que la vie contient une forme étrange de continuité. Pas l'immortalité du corps, pas celle de l'ego, mais quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus difficile à nommer. C'est cette possibilité radicale, cette forme troublante de survie sans identité fixe que nous allons maintenant explorer. Arrivé ici, une idée commence à prendre forme. Elle est discrète, presque invisible, mais une fois perçue, il devient difficile de l'ignorer. Si ce qui meurt en toi, ce sont des configurations, des récits, des structures provisoires, et si pourtant l'expérience continue, alors une hypothèse dérangeante s'impose. Quelque chose survit, sans jamais rester identique. Attention, il ne s'agit pas d'immortalité au sens classique, pas de promesse de vie éternelle, pas de salut, pas d'âme figée qui traverserait le temps intact. C'est une immortalité bien plus froide, plus impersonnelle, et pour cette raison même, plus troublante. À chaque instant, il y a expérience, des sensations, des pensées, une présence. Et cette présence ne se souvient jamais d'avoir disparu. Elle n'a aucun accès aux états précédents autrement que par des traces reconstruites. Elle n'assiste jamais à sa propre fin. Chaque toi qui apparaît se vit comme complet, comme légitime, comme réel. Les versions précédentes ne peuvent pas témoigner de leur disparition pour une raison simple. Elles ne sont plus là pour le faire. Et pourtant, du point de vue de l'expérience présente, il y a toujours quelqu'un. C'est ici que l'analogie devient vertigineuse. Imagine une flamme. Elle change à chaque seconde. Les molécules qui la composent ne sont jamais les mêmes. Et pourtant tu dis, la flamme continue. Non pas parce qu'elle est identique, mais parce que le processus se maintient. Ton identité fonctionne peut-être de la même manière. Ce que tu appelles moi n'est pas une chose, mais une dynamique, une continuité sans substance fixe, une présence sans noyau permanent. De ce point de vue, il devient possible de formuler une idée aussi fascinante qu'inconfortable. Tu ne peux jamais faire l'expérience de ta propre inexistence. Chaque fois qu'une version de toi disparaît, il y a déjà une autre organisation de la conscience pour prendre le relais. Non pas parce que quelqu'un te sauve, mais parce que l'expérience, par nature, ne peut exister que lorsqu'il y a quelque chose à vivre. Cela explique une chose étrange. Pourquoi la mort nous apparaît toujours comme un concept abstrait, jamais comme une expérience vécue ?
Nous pouvons imaginer l'absence, nous pouvons la craindre, mais nous ne pouvons pas l'habiter. De l'intérieur, il y a toujours un point de vue, toujours un présent. Et c'est là que naît l'illusion la plus puissante, celle d'une continuité absolue. Non pas parce que le moi est éternel, mais parce que chaque instant présent hérite de l'impression d'exister pleinement. Il n'y a jamais de souvenir d'un vide, jamais de conscience de l'arrêt, seulement une succession d'états présents, chacun convaincu d'être le seul. Si tu suis cette logique jusqu'au bout, une forme étrange d'immortalité apparaît. Pas l'immortalité d'une personne, mais l'immortalité de l'expérience elle-même. Une survivance sans sujet fixe, une continuité sans identité stable. Et cette idée, aussi fascinante soit-elle, a un prix. Car si aucune version de toi n'est destinée à durer, si chaque moi est provisoire, alors des questions redoutables surgissent. Des questions que nous repoussons instinctivement. Et c'est à ce moment précis que le vertige existentiel commence vraiment. Si tu acceptes, ne serait-ce qu'un instant, l'idée que ton identité est provisoire, que chaque toi n'est qu'une configuration temporaire de la conscience, alors certaines certitudes commencent à vaciller. Et ce vacillement ne concerne pas des concepts abstraits. Il touche directement à ce qui structure ta vie. La responsabilité, par exemple. Si celui que tu es aujourd'hui n'est plus exactement celui qui a agi hier, au nom de quoi portes-tu encore ces choix, ces erreurs, ces promesses? Tu continues à dire « c'est moi qui ai fait cela », mais ce « moi » n'existe plus sous la même forme. Il a changé de seuil émotionnel, de priorité, parfois même de valeur. Et pourtant, tu assumes. Tu ressens de la culpabilité, de la fierté, du regret. Pourquoi ? Parce que sans cette continuité artificielle, la société, le lien, la confiance deviendraient impossibles. La responsabilité n'est pas seulement une réalité psychologique, c'est une nécessité fonctionnelle. Mais au fond de toi, une inquiétude demeure. Si je ne suis qu'un passage, quel sens à l'effort? Pourquoi lutter? Pourquoi persévérer? Cette question apparaît souvent sous une forme plus diffuse. À quoi bon? Si ce que je construis aujourd'hui sera porté demain par quelqu'un d'autre, un moi légèrement différent, pourquoi supporter la douleur, la discipline, le renoncement? C'est ici que beaucoup reculent. Ils sentent le danger. Ils perçoivent le risque du nihilisme. Car si rien ne dure, si personne ne reste, alors tout semble perdre son poids. Mais observe attentivement ce qui se passe en toi à cet instant. Ce malaise n'est pas né de l'idée que la vie serait vide. Il est né de la perte d'un centre fixe. Nous avons appris à donner du sens en nous accrochant à une identité stable, à un moi censé traverser le temps intact. Lorsque ce point d'ancrage disparaît, le sens vacille, provisoirement, et une autre peur surgit, plus silencieuse encore, celle de la dissolution totale, de devenir interchangeable, de ne plus être quelqu'un. Mais cette peur repose sur une confusion fondamentale. Elle confond l'absence d'identité fixe avec l'absence d'expérience. Or, jusqu'ici, une chose reste incontestable. Il y a toujours quelque chose qui vit. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu es perdu, même lorsque tu te sens vide. Ce vide lui-même est vécu. Il est présent. Il est conscient. Le vertige que tu ressens n'est pas un signe d'erreur. C'est le signe que tu touches une limite. La limite de la manière habituelle dont nous pensons le sens. La question n'est peut-être pas « qui suis-je ?», mais « comment vivre sachant que je ne suis pas fixe ?» Et cette question, aussi inconfortable soit-elle, ne mène pas nécessairement au désespoir. Elle peut aussi ouvrir vers quelque chose de plus stable,
non pas parce que cela ne change jamais, mais précisément parce que cela n'a plus besoin de durer. C'est ce point d'équilibre que nous devons maintenant examiner. Arrivé à ce point, une clarification devient indispensable. Car cette manière de penser, aussi cohérente soit-elle, comporte un risque réel, un risque psychologique, un risque existentiel. Si l'on s'arrête trop vite à l'idée que le moi n'est qu'un flux, que les identités meurent et se remplacent sans cesse, on peut glisser vers une conclusion trompeuse. Puisque rien ne dure, rien n'a d'importance. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils confondent deux niveaux différents, la structure de l'identité et la valeur de l'expérience. Dire que le moi est instable ne signifie pas que la vie est vide. Dire que l'identité se transforme ne signifie pas que tout se vaut. Le danger apparaît lorsque l'esprit utilise cette idée comme un moyen de se désengager, de fuir la responsabilité, de se protéger de la douleur. Ce n'était pas vraiment moi. Celui qui souffre aujourd'hui n'existera plus demain. Pourquoi m'investir si je vais changer ? Ces raisonnements semblent logiques, mais il manque quelque chose d'essentiel. Même si l'identité est provisoire, les conséquences, elles, ne le sont pas. Les actes laissent des traces, dans les autres, dans le monde et dans les versions futures de toi. Car même si tu changes, ce qui t'attend demain hérite de ce que tu fais aujourd'hui. L'absence d'un noyau fixe ne supprime pas la continuité causale. Elle ne supprime pas l'impact. Elle ne supprime pas la souffrance, ni la joie. C'est pour cette raison que certaines traditions philosophiques, qui ont compris très tôt l'illusion du moi stable, ont toujours insisté sur l'éthique, sur l'attention, sur la responsabilité. Non pas malgré l'impermanence, mais à cause d'elle. Car si rien n'est garanti, si aucune version de toi n'est destinée à durer, alors chaque instant devient plus précieux, pas moins. Ce n'est pas parce que tu changes que tes choix n'ont pas de poids. C'est parce que tu changes que tes choix orientent ce que tu deviendras. Le rejet du nihilisme ne passe pas par le retour à une identité rigide. Il passe par une compréhension plus fine de la continuité. Tu n'es pas un objet permanent, mais tu n'es pas non plus un simple hasard sans lien. Tu es une trajectoire vécue de l'intérieur, sans garantie, sans essence figée. Comprendre cela demande de la maturité et surtout de la prudence, car mal comprise, cette vision peut déstabiliser. Mais bien intégrée, elle peut produire exactement l'inverse de ce que l'on craint. Non pas l'indifférence, mais une forme nouvelle de lucidité. C'est à partir de cette lucidité que quelque chose comme une stabilité profonde peut émerger. Pas la stabilité de l'ego, mais celle d'un rapport apaisé au changement. C'est cette force discrète, cette force tranquille que nous allons maintenant approcher. Lorsque l'idée d'une identité instable cesse d'être une menace, quelque chose change profondément dans la manière de vivre. Au début, il y a souvent une résistance, un réflexe presque physique, l'envie de retrouver un centre solide, une définition claire, un moi auquel se raccrocher. Mais peu à peu, une autre possibilité apparaît, plus silencieuse, moins spectaculaire. Et si la stabilité que nous cherchions au mauvais endroit pouvait exister sans identité fixe ? Car observe ceci, ce qui souffre le plus n'est pas le changement lui-même, mais la tentative de s'y opposer. Ce n'est pas la transformation qui fait mal, c'est l'attachement à ce qui disparaît. Lorsque tu t'identifies totalement à une version de toi, une image, un rôle, une histoire, chaque transformation devient une menace. Chaque remise en question ressemble à une mort. Mais lorsque tu comprends que ces versions sont par nature temporaires, quelque chose se détend. Tu ne cherches plus à être le même,
tu cherches à être présent. La force tranquille ne consiste pas à se durcir, ni à se détacher du monde. Elle consiste à cesser de confondre l'existence avec une forme particulière de soi. Tu continues à agir, à t'engager, à aimer, à créer. Mais tu n'exiges plus que tout cela confirme une identité définitive. Les émotions viennent, elles repartent. Les pensées apparaissent, elles se dissolvent. Et au lieu de t'y accrocher, tu apprends à les traverser. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme de solidité nouvelle. Une solidité qui ne dépend pas de la continuité du moi, mais de la capacité à rester en contact avec l'expérience, quelle qu'elle soit. Dans cet espace, une chose étonnante se produit. La peur de disparaître perd de sa force. Non pas parce que tu crois être immortel, mais parce que tu comprends intimement que ce que tu appelais toi n'a jamais été une chose à préserver. Tu n'es pas un objet qui doit durer. Tu es un mouvement qui se vit. Et dans ce mouvement, il y a une liberté que peu de gens explorent. La liberté de changer sans se perdre. La liberté de laisser mourir ce qui doit mourir sans que la vie elle-même s'effondre. C'est cela, la force tranquille. Non pas l'absence de peur, mais l'absence d'attachement à ce qui ne peut pas rester. Nous pouvons maintenant revenir au point de départ, à cette phrase qui dérange, qui intrigue, qui a peut-être éveillé quelque chose en toi. Tu meurs chaque jour, et pourtant, tu continues de vivre. Elle ne parlait pas du corps, elle ne parlait pas de la fin biologique, elle parlait de cette disparition silencieuse, continue, presque invisible, qui accompagne chaque instant de conscience. Ce que tu perds en permanence, ce sont des formes, des récits, des identités provisoires. Et ce que tu conserves, ce n'est pas une essence, mais une capacité, celle d'être là. Chaque moment présent apparaît comme s'il était le premier, comme s'il était complet, comme s'il n'avait pas besoin du passé pour exister. Tu n'as jamais fait l'expérience de ta propre absence. Tu as seulement fait l'expérience de changement. Et peut-être que la peur de la mort naît précisément de cette confusion. Nous croyons que ce qui disparaît emporte tout avec lui. Mais ce n'est pas ce que l'expérience montre. Ce qui disparaît, ce sont des versions. Ce qui continue, c'est la possibilité de vivre. Alors peut-être que la question n'est pas « comment ne pas mourir ?», mais plutôt « comment vivre sans s'accrocher à ce qui disparaît ?» Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, seulement une invitation, celle d'observer plus attentivement, d'accepter plus profondément, et de découvrir, au cœur même de l'impermanence, une forme de paix que rien n'a besoin de garantir. Car peut-être que vivre, au sens le plus profond, ce n'est pas échapper à la mort, c'est cesser d'avoir peur de ce qui meurt en nous. Il n'y a rien à faire maintenant, rien à retenir, rien à appliquer comme une méthode. Seulement rester un instant avec cette idée, la laisser résonner sans chercher à la résoudre. Peut-être que tu ne verras plus tes changements de la même manière. Peut-être que certaines peurs perdront un peu de leur poids. Ou peut-être que rien ne changera du tout. Et c'est très bien ainsi. Car ce que cette réflexion propose n'est pas une conclusion, mais un déplacement du regard. La vie continuera à te transformer. Des versions de toi disparaîtront encore. D'autres prendront leur place. Et au milieu de tout cela, il y aura toujours cet instant présent, simple, nu, dans lequel quelque chose fait l'expérience d'être là. Si une seule chose peut rester après cette vidéo, que ce soit celle-ci. Tu n'as pas besoin d'être le même pour être vivant. Merci d'avoir pris ce temps.
Et surtout, prends soin de ce qui vit maintenant.